rebonjour à toutes et à tous. Et pour donc ce second cours conférence sur Twitch, et donc cours conférence en partenariat avec le laboratoire Protagoras, qui nous permet d'organiser ces initiatives et ces cours conférences, et avec bien sûr un invité, cette fois-ci qui n'est pas assis à côté de moi, mais de l'autre côté de la Manche, Charles Le Velaine, qui est donc professeur à l'Université de Kent, que je connais depuis 20 ans, donc je ne vais pas faire semblant de le vous voyez. Hein, donc, je pense qu'on va se tutoyer, ça va être plus simple pour tout le monde. Et on va faire comme les journalistes qui font semblant de ne pas connaître leurs invités. Et on va parler on va parler bien sûr de l'ouvrage de Charles Le Velaine qui est paru au mois de janvier. Et j'ai un petit coup d'œil sur le chat parce que je vois qu'il y a encore quelques petits problèmes. Non. Ok, très bien. Voilà, donc Charles, première chose, peut-être nous dire un petit peu plus, peut-être nous parler un petit peu de tes fonctions à l'Université de Kent. Donc tu es professeur, tu es senior lecturer, donc professeur et surtout, je pense, dans une matière qui va beaucoup nous intéresser. Et lorsqu'on a préparé ce cours conférence, il est très vite apparu que non seulement l'ouvrage de Charles Le Velaine, mais également d'autres recherches menées par Charles sont tout à fait en adéquation avec quantité de choses que nous avons vues dans le cours de sciences politiques. Donc, la pensée politique, les notions, les grandes familles, les grands courants de pensée politique comme le libéralisme, comme les modes de décision, le mode de prise de décision aussi direct, et puis bien sûr, les mouvements sociaux, les mouvements politiques, les nouvelles mobilisations. Donc on est là dans quelque chose qui, j'espère, va illustrer aussi une grande partie du cours et faire des liens aussi entre ces différentes parties. Donc ça va vous permettre aussi peut-être de donner un petit peu sens à une matière parfois un petit peu inerte. Donc Charles, première chose, merci d'abord de nous rejoindre et quelques mots peut-être sur l'université de Caen, illustrer un petit peu cette entrée en matière. D'accord. Merci beaucoup de m'avoir invité d'abord. C'est un réel plaisir d'être ici avec vous. C'est aussi un plaisir de pouvoir faire ça en français, même si je vais peut-être hésiter un peu parce que, étant français moi-même, mais vivant au Royaume-Uni, j'ai très peu l'opportunité de parler en français dans un milieu professionnel. Donc, vous allez m'excuser si j'ai quelques anglicismes. Mais oui, donc je suis professeur à l'université de Kent. Ici, on appelle ça lecturer ou senior lecturer. Et ça fait une dizaine d'années que je suis établi ici, mais j'avais aussi fait mon doctorat à la même université de Kent, un master à la London School of Economics et mon undergrad, donc ma licence à l'université de Kent. Donc en fait, ça fait très longtemps que je suis ici dans la très belle ville de Canterbury. Ça fait une vingtaine d'années que je suis arrivé ici. Je suis parti plusieurs fois, mais je suis revenu. Et c'est une université très intéressante. Elle est relativement nouvelle. C'est pas Oxford ou Cambridge, mais c'est une université qui date des années 60, qui s'est établie avec un agenda de recherche et en particulier dans mon domaine, donc en sciences politiques. On a une longue tradition dans mon département de pensée politique. Donc, qu'est-ce que penser le politique? Qu'est-ce que la pensée autour de certains thèmes comme la démocratie, la justice, l'égalité, le multiculturalisme? On en a beaucoup parlé dans les années 90 et 2000. Et donc, je me suis établi ici, mais moi, ma spécialité, c'est plutôt l'histoire de la pensée. Donc, je fais beaucoup de recherches historiques, en particulier dans la période de la modernité, donc le XVIIe et le XVIIIe siècle. Donc, toute la période qui précède en fait la Révolution française. Et j'ai écrit un autre ouvrage, si ça vous intéresse, sur les philosophes athées de cette période-là, qui écrivent donc à partir de la fin du XVIIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe, juste avant la Révolution. Et donc voilà. J'ai un autre ouvrage qui est aussi sorti plus ou moins en même temps que celui sur les Gilets jaunes. Nous n'allons pas en parler beaucoup, mais c'est mon domaine principal. Donc les Gilets jaunes, c'est vraiment un peu une parenthèse pour moi ou un intérêt secondaire. Mais ça a été très instructif et informatif
parce que ça a commencé à m'intéresser un peu tard, j'allais dire. Les Gilets jaunes avaient déjà commencé leur manifestation en novembre 2018. Et moi, je m'y suis vraiment intéressé qu'à partir disons, du printemps, disons mars 2019. Donc avant, je suivais ça un peu comme tout le monde. Mais ce qui m'a intéressé particulièrement, c'était l'évolution du mouvement et l'évolution des demandes des Gilets jaunes, en particulier en termes du contrat social. Donc il y a très peu de Gilets jaunes qui l'ont formulé ainsi, mais la formule a été reprise par Emmanuel Macron, donc le président de la République, en disant que effectivement c'était un nouveau type de challenge pour le contrat social. Et c'est ça qui m'a intéressé. Donc en fait, l'idée m'est venue grâce à Emmanuel Macron. Donc, je dois lui dire merci, puisque j'y ai pensé grâce à lui. Après, je suis un peu en désaccord avec son analyse à plusieurs niveaux, mais c'est lui qui m'a un peu mis sur la piste du contrat social. Et plus je m'y suis attaché à cette piste, plus je me suis dit, ah tiens, il y a quelque chose d'intéressant à dire ici, en particulier autour de certains concepts, donc de la pensée politique qu'on discute pas mal, que j'élabore dans l'ouvrage. Et donc, dans l'ouvrage, je parle en particulier du rôle de la violence dans la politique, du rôle de la liberté, du rôle de la démocratie et de la justice économique. Et j'essaye de mettre ça dans un contexte où on rediscute les auteurs classiques du contrat social à partir du XVIIe siècle, mais jusqu'à aujourd'hui, en fait. Donc, le contrat social n'est pas mort, il n'est pas juste un phénomène historique. On continue. Au XXe siècle, il était très populaire à partir des années 70 aux États-Unis, avec la philosophie de John Rawls en particulier. Donc, c'est un mode de pensée politique qui est très présent dans les universités, on dirait anglo-saxonnes, donc en Angleterre, mais aussi aux États-Unis, Canada et aux anciennes dépendances britanniques, donc Australie, Nouvelle-Zélande, etc. Donc voilà, ça m'a un peu mis sur cette piste, d'essayer de combiner cet intérêt donc, pour un mouvement social. Je ne suis pas un spécialiste des mouvements sociaux, mais aussi pour la pensée politique. Donc, comment penser le challenge des Gilets jaunes par rapport au mode de gouvernance que l'on a aujourd'hui. Donc en France, mais aussi on peut parler, je ne parle pas beaucoup de la Belgique dans le livre, mais je parle un peu des conséquences par rapport au Royaume-Uni et aux États-Unis, par rapport au Chili, par rapport à la Pologne. Donc, il y a certaines conséquences qui vont un peu plus loin que juste l'aspect un peu franco-français des Gilets jaunes. Même si, à mon avis, vous en avez eu quelques-uns en Belgique, non? Oui, oui, on a eu des gilets jaunes. Hein, donc, il y a eu un. On n'a pas très bien compris tout de suite exactement quelles étaient leurs revendications, puisqu'effectivement, le mouvement était bien sûr lié à la politique menée par le gouvernement français dans un premier temps, mais comme souvent, il y a eu une spin-off, une franchise Gilets jaunes, d'ailleurs pas seulement en Belgique, hein, dans d'autres pays, dans des pays dans le monde, d'ailleurs dans le Moyen-Orient, qui ont repris la symbolique des Gilets jaunes, hein, donc, puisque c'est une symbolique qui est effectivement, d'un point de vue communicationnel, qui est très percutante. Et donc, on peut dire que au-delà des revendications, c'est surtout cette mise en scène qui a été très suivie. Mais ça n'a pas pris, on va dire, en Belgique, comme ça a été le cas, bien sûr, en France. Oui, donc on peut un peu parler peut-être du mouvement lui-même. Donc, Oui. juste, j'imagine que vous en savez quelque chose. Moi, quand j'explique ça à une audience anglo-saxonne, j'ai besoin d'expliquer un peu plus. Mais c'est un mouvement qui a commencé donc, le 17 novembre 2018, le premier samedi des 70 samedis des Gilets jaunes, puisqu'il y en a eu jusqu'au, je regarde mes dates, mais c'est le 14 mars 2020, donc c'était le dernier samedi avant le confinement. Je crois que le confinement en France avait commencé le dimanche, donc c'était vraiment le dernier jour. Et le premier samedi et les deux premiers samedis, et après ça a continué, dans le même sens, c'est surtout un mouvement des ronds-points. Donc c'est ça que souvent on oublie un peu parce qu'on a vu les images à la télévision sur BFM et d'autres chaînes où on voit les Champs-Élysées, on voit les manifestations à Paris,
Moi-même, quand je suis allé voir les Gilets jaunes, je suis allé à Toulouse, donc je les ai vus dans un contexte urbain. Mais en novembre 2018, c'est un mouvement des ronds-points. Donc, ce n'est pas exactement le même type de mouvement que celui qu'on voit dans les villes et sur les images de télévision. Et le premier samedi, il y a, selon le ministère de l'Intérieur en France, 282 000 personnes, ce qui est beaucoup. Après, bon, les chiffres baissent. Ils baissent en particulier après le troisième week-end où il y a des violences sur les Champs-Élysées. Et on voit que la participation baisse, mais 282 000, c'est énorme. C'est la plus grosse participation depuis la Manif pour tous. Donc, c'est plus grand que les manifestations du 1er mai en France. C'est plus grand que les manifestations contre la loi travail, c'est plus grand que d'autres manifestations sociales, en fait. Donc, d'abord, il y a un aspect de la grandeur du mouvement, au moins à ses débuts. Et à ses débuts, il y a plus de 80% des Français qui sont d'accord avec certaines des revendications des Gilets jaunes, donc plutôt favorables. Ce qui est quand même assez rare. Je veux dire, il y a quand même, il y a des tensions en France entre ceux qui préfèrent avoir un dialogue social moins confrontationnel et ceux qui préfèrent avoir un dialogue social plus confrontationnel. Donc ça, on sait très bien que 80% plus des Français qui sont d'accord, c'est quand même assez exceptionnel. Après, ça chute très vite. Donc, à partir du 1er décembre, 3 semaines, on voit que les chiffres de soutien chutent. Mais au début, il y a quand même un très large soutien. Et je pense que c'est aussi ça qui m'a intéressé au début, c'est de comprendre pourquoi, en fait, il y a un soutien quasiment à droite et à gauche. Un peu plus, d'ailleurs, à droite qu'à gauche au début. Ce qui est assez intéressant en vue de l'histoire des mouvements sociaux. Donc j'ai essayé de comprendre ça et de comprendre en particulier quelle était la sociologie des Gilets jaunes. Alors on voit que les Gilets jaunes, ce sont pas des gens qui font partie des syndicats. Donc déjà, ils ne sont pas habitués au mouvement de rue, ils ne sont pas habitués aux manifestations. Pour beaucoup de Gilets jaunes, c'est leur première manifestation. Ils ne sont jamais allés manifester auparavant. Ils sont souvent issus de la France qu'on appelle périurbaine, c'est-à-dire les gens qui vivent non pas en banlieue, non pas dans les centres-villes, mais qui vivent en dehors. Donc, on pense aux petites villes, on pense à Rouen, par exemple, on pense à Perpignan, on pense à Avignon, ou on pense à Annecy, ou on pense aux plus petites villes en France, donc autour de 100 000 habitants ou moins. Et les gens qui vivent dans ces petites villes, donc il y a des gens évidemment qui vivent au centre-ville et qui font partie aussi de la classe un peu plus urbaine, mais la classe périurbaine, c'est ceux qui vivent souvent en dehors, donc on a souvent dans des bungalows, donc des maisons construites de plein pied, pas d'étage, sur des terrains qui ont été achetés relativement récemment et qui ont été construits, et c'est souvent pas très beau d'ailleurs. Je reviendrai sur cette esthétique un peu plus tard. Les fameuses entrées de ville. Oui, et sur les ronds-points, ou oui. en dehors des ronds-points. Donc les villes françaises sont entourées de ronds-points, qui ont été la plupart construits à partir des années 80. Il y avait quelques ronds-points en France, évidemment, auparavant, mais il y a des dizaines de milliers de ronds-points qui ont été construits à partir des années 80. Et c'est en dehors de ces ronds-points que cette France périurbaine existe. Et donc, beaucoup de gilets jaunes, pas tous évidemment, mais beaucoup de gilets jaunes font partie de cette France périurbaine. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit prendre sa voiture pour aller au travail, pour accompagner ses enfants à l'école, pour aller faire son shopping. Tout est fait par la voiture. Donc, quand le gouvernement de Macron, sous Édouard Philippe, introduit une nouvelle taxe sur les carburants, ou compte l'introduire, donc la décision est prise, mais la taxe n'a pas encore commencé, et on voit que ces gens se mobilisent. Donc ils se mobilisent parce que une hausse des taxes sur les carburants, même si c'est pour un avenir un peu plus vert, un peu plus écolo, ils ne sont pas forcément contre l'écologie d'ailleurs, mais ils disent, nous, ça nous coûte très cher.
Donc, faire un mouvement écologiste, pourquoi pas, mais si ça nous coûte autant, nous, on peut pas. On peut plus aller au travail, on peut plus aller à l'école, on peut plus aller sur les grosses zones commerciales, justement, autour des ronds-points dans la périphérie. Donc, ils se mobilisent là où ils connaissent très bien, c'est-à-dire les ronds-points de la France périphérique, et c'est là où il y a la plupart des mobilisations en dehors des villes qui se trouvent sur les ronds-points et qui établissent des cabanes, par exemple, on pourra en reparler un peu plus tard, et qui bloquent la circulation. D'ailleurs, il y a beaucoup d'accidents. Il y a 11 morts les premières semaines des accidents de la route autour des gilets jaunes. Quasiment autant de gilets jaunes que de conducteurs, d'ailleurs. Donc des gens qui font demi-tour pour éviter les ronds-points et qui se retrouvent dans un accident, des gilets jaunes écrasés par des automobilistes. Donc, et c'est quand même un moment qui a fait des morts, faut s'en souvenir. D'un certain côté, il y a aussi cette violence des gilets jaunes. On pourra en reparler parce que… Oui, dont tu parles dans ton livre. Hein, oui, bien sûr. Parce qu'il y a aussi, du côté des Gilets jaunes, il y a beaucoup un aspect autour de la violence policière, mais je dis que la violence, elle est des deux côtés, en fait. On peut pas ignorer que leur but même, aux Gilets jaunes, c'était d'avoir une certaine violence sur leurs concitoyens, au moins une violence morale. Donc ça, j'en parle un peu dans le livre. Et c'est par exemple, ils ne laissaient pas passer les gens s'ils n'étaient pas leur gilet jaune. Il faut savoir, j'imagine que, je ne sais pas si c'est obligatoire en Belgique, mais en France, le gilet jaune est obligatoire. Donc, on peut un peu parler de… Solidarité obligatoire. Voilà, et si on n'est pas solidaire, on ne passe pas. Donc, on peut effectivement refuser la solidarité, mais du coup, c'est une violence, puisqu'on est arrêté sur la route et on nous empêche d'aller… C'est le samedi, hein, donc les gens, en général, ils ne vont pas travailler, ou… Ceux qui vont travailler, ils sont déjà au travail. Ceux qui travaillent dans les grandes surfaces, par exemple, la plupart sont déjà au travail. Mais c'est les gens qui vont faire leur shopping, qui vont faire leurs emplettes hebdomadaires, et ils se retrouvent bloqués sur les ronds-points. Charles, sur cet élément-là, justement, est-ce que, sans rentrer encore vraiment dans le détail, mais est-ce qu'on peut dire que, étant donné cette dimension coercitive de l'action, les Gilets jaunes sont-ils réellement un mouvement démocratique? Puisque par définition, on est dans quelque chose, si je te comprends bien, d'insurrectionnel. Il y a la violence, il y a l'insurrection, il y a la coercition, il n'y a pas forcément le dialogue, ou en tout cas dans un cadre démocratique tel qu'on l'entend, et tel que l'entendent par exemple les syndicats, comme tu les as cités tout à l'heure. Je pensais justement à cela. Donc, est-ce qu'on peut dire d'emblée que les Gilets jaunes sont en réalité un mouvement qui ne rentre pas dans le cadre classique de la démocratie? Alors oui, dans le sens où c'est le cadre classique, on dirait, de la démocratie représentative. Donc on va dire, il y a un certain, en tout cas en France, mais dans la plupart des pays de l'Europe de l'Ouest, c'est le même cas. Il y a, je dirais, un consensus d'après la guerre. Donc le consensus autour de 45. Il y a la naissance d'un État-providence. Après, l'État-providence existait déjà d'une certaine manière ou d'une autre avant la guerre, mais après la guerre, l'État-providence est solidifié. Et il est cimenté dans la conception de la démocratie occidentale. Et cet État-providence, effectivement, il y a des syndicats. Donc, les travailleurs sont représentés par des syndicats. Et les syndicats obéissent à certaines règles. Parfois, pas toujours, hein, il y a des débordements, évidemment, mais dans les grandes lignes, hein, ils obéissent à certaines règles. Par exemple, en France, on ne défile pas sur les Champs-Élysées. Donc ça, c'est une des règles que les syndicats ont acceptées à travers les années et ont décidé, les Champs-Élysées, c'est off-limit. On n'y va pas. Voilà. Donc on va défiler, on fait un Bastille-Concorde, par exemple. Bastille-Nation, oui. Ouais, Bastille-Nation, voilà. Et ça, c'est le défilé. Ça gêne moins de monde, c'est un peu plus pratique. Tout le monde connaît le topo, les policiers savent quoi faire et tout ça. Voilà. Et les Gilets jaunes, ils obéissent pas. Ils obéissent pas parce que on pourrait dire même d'ailleurs qu'une grande proportion des manifestations des Gilets jaunes étaient illégales.
puisque le cadre juridique en France impose une certaine structure aux manifestations, et ces manifestations doivent être déclarées, elles doivent être déclarées par une organisation, elles doivent être déclarées par certaines personnes dans l'organisation, un président, un secrétaire général ou quelqu'un dans ce genre-là. Et en fait, ces personnes n'existent pas chez les Gilets jaunes. Il n'y a pas vraiment de hiérarchie. Il y a certains leaders qu'on peut identifier, mais dès qu'ils essayent de prendre un peu la parole, on voit qu'en fait, ils se font huer par les Gilets jaunes, qui ne veulent pas de représentation. Donc c'est vrai que c'est un peu la fin, ou c'est pas forcément la fin, mais on dira c'est un contrepoint à la démocratie représentative. Et ça, on peut en parler un peu en plus de détails, mais je pense que c'est un point important des Gilets jaunes. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a très très longtemps, on lisait Rosan Vallon sur la crise de la représentation politique en France. Contre-démocratie. Exactement. Et Rosan Vallon a pas mal parlé d'ailleurs des Gilets jaunes à l'époque. J'en parle aussi dans le livre. J'analyse son analyse. Et je pense qu'il a assez raison qu'il y a une crise de la démocratie représentative. Et je sais que vous en avez parlé d'ailleurs dans le cadre du cours de sciences politiques. Et cette crise de la démocratie représentative, elle est importante à conceptualiser. Et aussi, on voit qu'il y a certains mouvements qui, même si forcément, ils ne sont pas sociologues, hein, la plupart des Gilets jaunes, ils n'ont pas forcément fait des études en sciences sociales, mais on voit qu'ils s'identifient très bien à une certaine critique de la démocratie représentative. Donc, oui, à la question, c'est un peu un mouvement antidémocratique, mais antidémocratique dans le sens de la représentation. Après, il y a certaines demandes qu'ils ont, puisqu'ils ont quand même eu des listes de demandes, les Gilets jaunes, malgré le manque de leadership. Ils ont quand même des demandes qui sont assez démocratiques. Donc, ils demandent certaines mesures, le RIC, donc le référendum d'initiative citoyenne en particulier, qui est un peu la mesure phare du mouvement, qui est une mesure de démocratie plus directe. Donc, moins de représentation, plus de direct. Et ça, c'est intéressant. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord. Il y a beaucoup d'espace de discussion quand on parle des idées politiques. Donc, on peut dire, ah oui, mais les référendums, c'est pas génial. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes avec les référendums. Mais c'est une autre version de la démocratie. Donc, est-ce qu'ils sont antidémocratiques? Non. Mais ils sont contre la version de la démocratie qui a abouti à Macron, en fait. Bon, on peut parler de Macron un peu plus aussi, mais Macron, c'est lui-même est un peu un symptôme de cette crise de la représentation politique, puisque en 2016, quand il crée son mouvement En Marche, il n'est pas favori, c'est pas un membre de la classe politique. Il a été ministre, mais il a un peu désavoué son engagement avec le Parti socialiste, et on voit que finalement il devient un candidat indépendant et il forme son propre mouvement, un peu comme un entrepreneur de la politique, et il crée son image de marque, ce qui est assez intéressant en soi. Et donc, on a un peu un symptôme de cette crise de la représentation démocratique en Macron lui-même. Donc, quand Macron arrive, ça rend possible, d'un certain point de vue, la crise de la représentation chez les Gilets jaunes, puisqu'ils se disent, ah oui, mais bon, voilà, maintenant on a eu des présidents à droite, à gauche et maintenant au centre, et c'est toujours la même chose. Enfin, c'est ce qu'ils disent, hein. C'est toujours la même chose, et donc on n'est pas représenté. Que ce soit de n'importe quel point de vue idéologique, on n'a pas de représentation. Donc nous-mêmes, on va le faire directement. S'il n'y a pas de représentation, autant le faire directement. Et comment ont-ils en fait théorisé ce RIC, donc ce référendum d'initiative citoyenne? Parce que c'est vrai que ça a été une revendication qui a été portée, qui a été portée tout au long d'ailleurs des fameux samedis, mais parce que le référendum existe en France, hein. Donc en Belgique, le référendum est connoté négativement pour des raisons historiques, mais
Mais c'est vrai qu'en France, il a été utilisé, hein, donc, sous la Ve République notamment. En quoi est-il une nouvelle proposition? Est-il un autre mode de gouvernance? Et puis, en quoi, et ça, je reviens peut-être au thème central de ton livre, en quoi ce RIC contribue-t-il à l'élaboration d'un nouveau contrat social? Mm. Qui serait finalement, si je comprends bien, qui ferait fi ou qui ferait l'économie des intermédiaires de la représentation. Est-ce que c'est vers cela, d'une certaine manière, que désirait alors je parle au passé, mais les Gilets jaunes existent encore, mais désirait s'orienter les Gilets jaunes? Alors oui, oui, en grande ligne, oui, on va dire que c'est un peu leur désir donc d'outrepasser les intermédiaires, et en particulier pour eux, puisqu'ils ne sont pas très syndiqués, donc ils ne connaissent pas trop les syndicats, mais en particulier les hommes politiques. Donc on voit que dans je sais plus, il y avait 42 mesures, je crois qu'ils avaient proposées. Mhm. Il y en a pas mal qui essayent de limiter le pouvoir des hommes et des femmes politiques. Donc oui, il y a une certaine une réticence à la représentation, en particulier par les hommes et les femmes politiques. Juste pour dire à nos j'allais dire téléspectateurs, mais bon, je ne sais pas comment on dit sur Twitch, Les nos- nos- streamers, nos- donc pour dire que les viewers. je vois le chat, donc si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser, Oui, ce oui. sera un plaisir. Mais donc pour revenir à ta question, Nicolas, sur le rôle de la démocratie et en particulier du référendum. Alors, c'est vrai qu'il existe un référendum dans le droit français qui est relativement récent, j'oublie la date, mais je crois que c'était sous Hollande qu'il a été instauré, et qui s'appelle le RIP. Donc, le RIC et le RIP sont assez proches l'un de l'autre, mais il y a une très, très grande différence. Et, et c'est que le référendum en France qui existe, c'est un référendum parlementaire. Donc on l'a vu autour c'était une des privatisations, je crois que c'était les aéroports de Paris, euh, où des parlementaires ont essayé d'utiliser cet outil justement plus démocratique, on va dire, Mhm. pour empêcher la privatisation. Et on voit que ce qui s'est passé, en fait, c'est que les termes du référendum dans la loi sont extrêmement contraignants. Donc, il faut la signature de 10% des Français qui sont inscrits sur les listes électorales. Ça veut dire plus de 4 millions de personnes. Alors, juste pour pouvoir considérer le référendum. Donc, on voit que 10%, c'est quand même beaucoup. Il y a des pétitions qui sont, je crois qu'en Italie, c'est 1 million, alors que c'est un pays avec une population relativement comparable à celle de la France. Donc, c'est 4 fois plus en France. Donc, c'est une grosse contrainte par rapport au référendum. Et en fait, il n'y a jamais eu de référendum qui n'a pas été instauré justement par le président de la République et par le gouvernement. Donc, il y a des référendums en France, mais ce sont des outils qui sont utilisés par la classe politique, et même le nouveau référendum donc d'initiative parlementaire n'est pas vraiment un outil adapté à la démocratie contemporaine. D'ailleurs, comme il n'a jamais été utilisé, on voit bien que c'est pas vraiment un outil très prisé par les parlementaires. Et le dernier référendum en France, c'est 2005. Donc ça fait quand même longtemps. Il y a eu beaucoup de référendums sous la Ve République, mais depuis le référendum de 2005, qui a été un peu un choc pour la classe politique française, donc c'est Le nom. le non au projet de constitution pour l'Europe, euh, et, qui est passé après par la suite, euh, après un peu de rebranding. Mais, mais on voit que en fait, il y a eu un choc, je pense, dans la classe politique qui est devenu plus ou moins contre le référendum à partir de cette année-là. Donc, il y a pas vraiment d'obligation dans la Constitution française d'avoir un référendum. Il y a une possibilité, mais il n'y a pas d'obligation. Donc, à mon avis, on n'en verra pas. Après, les prévisions en politique peuvent s'avérer de courte durée, mais à mon avis, on n'en verra pas de sitôt des référendums, parce que la classe politique a un peu peur des conséquences d'un référendum après 2005. Donc, il n'y en a pas eu en 16 ans,
ce qui est un record sous la Ve République. Et il n'y en aura probablement pas dans l'avenir à court terme, hein. On verra ce qui se passe dans les élections de l'année prochaine, mais à mon avis, on est reparti pour au moins 6 ans sans référendum, disons, sans faire de prédiction par rapport aux élections, mais on verra. Donc, donc il n'y a plus vraiment de perspective pour le référendum en France. Et alors, ce qui est intéressant par rapport au RI, donc le référendum que proposaient les Gilets jaunes, c'était que c'était une initiative citoyenne. Donc, ce concept d'initiative est assez intéressant puisque ils veulent en fait reprendre l'initiative. Donc, le référendum, il y a un certain aspect, OK, on vote sur, par exemple, le projet de constitution pour l'Europe, mais il n'y a pas d'initiative. On nous demande et on donne une réponse. Forcément, parfois, on donne la mauvaise réponse selon la classe politique, mais on donne une réponse. Et après, si on nous demande, si on nous pose une question tous les 5-10 ans, c'est facile de voir ça un peu comme vote contestataire. Surtout quand on voit le taux d'abstention qui est assez élevé. Et on voit que, par exemple, les Gilets jaunes il n'y avait pas d'affinité politique particulière, mais il y avait un énorme taux d'abstention. Donc, il y avait des Gilets jaunes qui étaient de tous bords. Il y avait un Rassemblement national, il y avait France Insoumise, il y avait des socialistes, il y avait des républicains, mais il y avait beaucoup plus d'abstentionnistes. Donc, l'abstention était énorme chez les Gilets jaunes. Et forcément, si on s'abstient et qu'on nous pose une question, on a tendance à voter contestataire. On voit ça par rapport aux chiffres, c'est assez clair. Donc, si on ne nous pose qu'une question tous les 5-10 ans, voire 16 ans, 20 ans, on va voter contestataire, si on était abstentionniste, en grande majorité. Et alors, l'initiative citoyenne, ça permet un peu, au moins en théorie, ça permettrait d'éviter ça, donc de choisir un sujet sur lequel on va dire le peuple, mais au sens large du terme, hein, puisque ce ne serait pas que les Gilets jaunes, bien sûr, mais on pourrait avoir un référendum sur n'importe quoi. Et alors, ce qu'on voit avec, par exemple, l'exemple suisse, où il y a beaucoup d'utilisation des référendums, c'est que c'est aussi un outil qui est assez intéressant, puisque ça permet aussi d'avoir certains votes qui ne seraient pas forcément possibles dans un débat parlementaire. On pense, il y a quelques années, il y avait eu un débat sur dans certains cantons, je crois que c'était pas au niveau de la Confédération suisse, mais c'était dans certains cantons, il y avait un débat sur les minarets. Donc, est-ce qu'on permet de construire des minarets dans les villages? Et effectivement, il y avait un référendum qui s'était prononcé contre. Et ça, c'est assez intéressant, parce que c'est un sujet qui est très touchy. Donc, en politique, un homme politique aura beaucoup de mal à se positionner par rapport à ça. Mais avec le référendum, on voit que, par exemple, c'est passé beaucoup plus facilement. Et donc, il y a aussi cet aspect un peu, on va dire, populaire, voire populiste, pas forcément au sens négatif du terme d'ailleurs, mais qu'il y a certaines demandes qui sont proches du peuple, on va dire, que les politiques n'ont pas forcément envie de faire passer. Et on voit que c'est pas forcément, justement, parce qu'on pense aux Gilets jaunes, on pense un peu à un mouvement un peu plus à gauche ou qui demande plus de justice économique, et c'est vrai qu'il y a cet aspect-là, mais c'est pas forcément ça. Il y a aussi juste un aspect d'initiative, qui veulent pouvoir prendre des décisions, ou au moins participer aux décisions. Et donc, c'est cet aspect de l'initiative qui est assez important dans leur mouvement, et c'est ça qui rend leur idée de référendum un peu différente. Donc, dans le livre, je parle un peu, en termes plus théoriques, je parle de ça chez Rousseau en particulier, puisque Rousseau parle beaucoup de démocratie un peu plus directe. Lui-même étant de Genève, il connaissait bien les politiques cantonales. Et donc, on voit que d'un point de vue théorique, il y a quand même il y a une possibilité autour de l'initiative. Et c'est ça le mot crucial, c'est pas forcément le référendum, parce que le référendum lui-même, c'est un peu un réflexe de démocratie directe, mais il y a aussi il y a d'autres possibilités d'initiative en politique. Et ça pourrait être intéressant. Et c'est aussi de ça dont je parle un peu dans le livre. Et d'ailleurs, on a une question sur le chat
Mhm. Tu parlais tout à l'heure de l'éventualité de futurs de référendums et surtout la non-éventualité, puisque visiblement c'est un outil qui n'est pas considéré par le pouvoir actuel. Mais c'est vrai qu'il y a eu ces dernières années, et même maintenant ces dernières décennies, dans les rangs politiques, bon nombre de mandataires qui prônent et ont prôné l'évolution de la Ve République en France et l'établissement d'un nouveau type de régime, donc la Sixième République, dans lequel on pourrait effectivement voir plus de participation, un rapport plus direct à la prise de décision notamment. Donc pour prendre la question qui est posée ici, est-ce que tu penses que les Gilets jaunes est un mouvement assez puissant, assez légitime pour enclencher cette création d'une Sixième République, avec évidemment les revendications dont on vient de parler? Alors, au niveau de la puissance et de la légitimité, je dirais non. Euh, Principalement puisque le mouvement des Gilets jaunes est quand même, malgré la grande mobilisation des premiers samedis, c'est pas un mouvement qui est forcément représentatif. Et d'ailleurs, on voit bien qu'ils sont eux-mêmes contre la représentation. Donc, ils ne se disent pas représentatifs du tout du peuple français, mais ils parlent de leur souffrance, de leurs problèmes économiques, de leur attitude par rapport aux politiciens. Donc, c'est pas du tout un mouvement qui se dit dans une optique représentative. Donc, à ce niveau-là, au sein de la Ve République, qui est un régime de représentation politique, ils ne sont pas légitimes. Ils ne sont pas légitimes pour parler au nom du peuple. Alors après, ils peuvent être légitimes pour parler en leur propre nom. Et ça, c'est intéressant. Mais pour parler plus largement, non, je ne pense pas. Il ne faut pas exagérer quand même l'importance du mouvement. Pour moi, ce qui m'a intéressé aussi dans le mouvement, c'est que c'est un mouvement qui permet la pensée aussi, hein, qui permet de repenser certains aspects de notre contrat social. Donc, pour revenir à cette Oui. notion, donc, en France, on a une Cinquième République qui a remplacé la Quatrième République en 58. Et cette Cinquième République a été fondée sur un modèle semi-présidentiel, donc autour du général de Gaulle en 58. Euh, et, euh, et on voit que le modèle semi-présidentiel, donc qui donne beaucoup de pouvoir au président, mais aussi qui a un rôle important pour les représentants du peuple à l'Assemblée nationale, et aussi qui a un certain dialogue social qui est construit à l'intérieur du modèle de la Ve République. Donc les syndicats ont pas mal de pouvoir. Ils ont beaucoup de pouvoir par rapport à leurs adhérents, puisqu'il faut savoir qu'en France, il y a très peu d'adhérents syndiqués. Ce qui est un peu bizarre quand on connaît les mouvements syndicaux en France, mais il y a très peu de syndiqués en France, comparé à l'Allemagne par exemple, beaucoup moins de syndiqués. Mais par contre, ils sont en général très actifs. Donc il y a une énorme participation des syndiqués. Moi, je vois, par exemple, au Royaume-Uni, j'ai un syndicat universitaire, et on voit que pour beaucoup de membres, le syndicat est une assurance. C'est une assurance puisque si on a un problème avec l'administration, il y a un soutien légal, un soutien presque légal, donc on peut négocier à travers le syndicat avec notre employeur. Et il y a cette attitude que le syndicat, en fait, un peu, on paye chaque mois, on donne 1% de notre salaire, ou un peu l'équivalent. Et en fait, c'est une assurance, c'est une politique d'assurance au cas où on a un problème au niveau de notre relation avec notre employeur. Et ce modèle n'est pas du tout le modèle français. En France, c'est beaucoup plus participatif. Donc, ceux qui font partie des syndicats, qui sont moins nombreux, sont beaucoup plus actifs au niveau des revendications salariales, des revendications au niveau du droit du travail, etc. etc. Donc, on voit que il y a un rôle des syndicats qui a été construit dans l'histoire de la Ve République,
Et là, Macron a pas mal chamboulé les choses, puisque beaucoup des décisions qu'il a prises, hein, et des réformes qu'il a entreprises ont été faites en outrepassant les intermédiaires. Donc on parlait du désir des Gilets jaunes déjà de ne pas avoir accès ou de ne pas avoir trop de pouvoir pour les corps intermédiaires, qu'on pense principalement aux syndicats. Mais Macron a fait la même chose. Donc là-dessus, ils sont d'accord. Les Gilets jaunes et Macron ont outrepassé ces corps intermédiaires. Et on voit que quand les corps intermédiaires ne sont pas là, il y a des problèmes. Parce que les corps intermédiaires, c'est aussi ceux qui font, par exemple, ils font la police interne pendant les manifestations. Donc c'est eux qui font la sécurité. Ils ne laissent pas les Black Blocs s'infiltrer dans les manifestations. Il y a un service d'ordre qui est fait par les syndicats, justement, pour pas qu'on puisse dire « Ah ben regardez, ces syndicats, ils sont violents », alors que c'était une centaine de Black Blocs qui avaient infiltré la manifestation. Donc, il n'y a pas de service d'ordre chez les Gilets jaunes. Donc, effectivement, il y avait des Gilets jaunes qui étaient violents, j'en ai parlé, mais il y avait aussi une autre violence qui était celle des Black Blocs. Donc, les Black Blocs, c'est un groupe d'inspiration anarchiste qui s'est établi dans les années 80 ou 90, c'était en Allemagne, je crois, des premiers Black Blocs. Et ils ont été très actifs aux manifestations anti-mondialisation. On pense à Seattle et les autres organisations du G8. Et, voilà. Donc, à chaque fois que le G8 se mobilisait, les Black Blocs étaient là. Et donc, qui ont réussi à phagocyter le mouvement, qui ont mis la main finalement sur les mobilisations. Et ce qu'on a retenu des dernières semaines de mobilisation, notamment sur les Champs-Élysées, c'est plutôt l'œuvre des Black Blocs que celle des Gilets jaunes, des ronds-points dont tu parlais tout à l'heure. Donc, en fait, les Gilets jaunes première génération, périphériques, des ronds-points, ont perdu la main à ce moment-là. Et les médias se sont davantage concentrés non plus sur les revendications et sur le contenu du message des Gilets jaunes, mais davantage sur les exactions et sur la violence. Donc là, très clairement, est-ce que c'est quelque chose que tu traites également? Je pense que tu en parles dans ton livre au moment où tu évoques la violence, qui a cette récupération aussi. Donc c'est là où peut-être un mouvement qui préexiste les Black Blocs a réussi un coup de maître finalement en reprenant les rênes de cette mobilisation. Oui, là, ils se sont très, très bien débrouillés. Les Black Blocs, ils sont bien organisés, d'ailleurs. On voit, les anarchistes sont organisés. Ça fait partie de la doctrine. Effectivement. Ça paraît paradoxal, mais ça fait partie de la doctrine anarchiste depuis le début, en fait, qu'il faut s'organiser. Il faut juste s'organiser sans l'État. Donc, l'organisation, ce n'est pas le problème, c'est l'État. Je te coupe, Charles, justement. Est-ce que ce n'est pas justement le point faible principal des Gilets jaunes par rapport aux Black Blocs, justement, c'est de refuser toute représentation et toute organisation, tout intermédiaire, on l'a déjà dit, tout corps intermédiaire, mais également finalement toute représentation d'une autorité quelconque, y compris au sein même de leur rang. Donc un service d'ordre interne ou éventuellement une structure qui permettrait effectivement de cadenasser quelque peu l'action ou d'éviter les débordements. Est-ce que là, il n'y a pas une sorte d'allergie ou de réflexe ou de sentiment à fleur de peau qui refuse simplement toute coordination des actions et du mouvement? Alors oui, effectivement, il y a une certaine allergie à l'organisation. On a vu ça. Il y a eu quelques tentatives par certains des Gilets jaunes de s'organiser et de créer un mouvement. C'était pour les élections européennes en 2019, par exemple, ils avaient essayé de lancer une liste. Avec Francis Lalanne. Et on voit que finalement, ça n'a pas décollé du tout. Et je crois que c'est un point faible, parce qu'on vit dans une structure très organisée, qui est celle de la démocratie représentative sous la Ve République en France, et que dans ces structures, c'est très difficile d'avoir un mouvement spontané, on va dire, ou un mouvement qui s'organise de manière non hiérarchique.
Et c'est pas impossible, évidemment, mais bon, c'est dur à coordonner et il faut avoir des gens qui ont l'expérience de faire ça aussi, hein. Donc, on voit que, par exemple, les Black Blocs, ils avaient l'expérience. Donc, même si eux non plus n'ont pas vraiment de hiérarchie, il n'y a pas vraiment de chef des Black Blocs, ils ont une organisation. Et les Gilets jaunes, à part leur groupe Facebook, il n'y avait pas beaucoup d'organisations. Donc, ils coordonnaient, tout était coordonné par Facebook. C'était le médium de communication. Euh, et et c'est une limite du mouvement, évidemment. Mais c'est aussi un peu une chance du mouvement qu'ils aient réussi à organiser quand même tous ces samedis, les uns après les autres, euh, sans avoir d'organisation formelle, sans avoir de leader, sans avoir de vraiment de corps institutionnel, hein, pour pouvoir même financer ça. On pense à comment est-ce qu'ils se finançaient. Ben, ils se finançaient eux-mêmes. Donc, on parle beaucoup effectivement des gilets jaunes dans les villes, mais ils allaient très peu dans les villes parce que c'est cher. Ça coûte cher. Si on vit dans la périphérie de Rouen, d'aller à Paris un week-end, c'est pas donné, hein. Il faut prendre le bus, faut prendre sa journée si on travaille, hein, le samedi, parce il y en a qui travaillent le samedi. Rien qu'un aller-retour, je crois, en bus Rouen-Paris, c'est quand même, ça doit être dans les 40 euros, hein. Et donc 40 euros pour un gilet jaune, c'est beaucoup, hein. Et ils se disent 40 euros, je peux pas y aller tous les samedis, j'y vais une fois, mais après, ça commence à faire beaucoup, hein. Surtout si c'est pour se faire taper dessus par les Black Blocs ou par la police. Tu évoques la dynamique organisationnelle sur Facebook et je me posais la question en t'écoutant si, après ce qu'on a pu observer ces derniers mois, notamment avec la marche sur le Capitole aux États-Unis et avec Facebook qui aujourd'hui intervient davantage sur les contenus avec des disclaimers et avec des bannissements, comme on l'a vu notamment avec Donald Trump, si, il y avait un risque pour les Gilets jaunes de se faire virer en fait de Facebook dans la mesure où la dynamique insurrectionnelle dont on parlait tout à l'heure, les appels à la violence, le non-respect des règles de base des manifestations, tout cela pourrait être vu comme sortir du cahier des charges et des guidelines de Facebook qui a le droit finalement finalement, c'est une entreprise privée, donc ils font ce qu'ils veulent. Donc, on pourrait très bien imaginer que Facebook dise à un moment donné, les Gilets jaunes, vous êtes sympathiques, mais on va fermer votre page. Est-ce que c'est quelque chose dont tu as eu vent éventuellement ou qui pourrait éventuellement se passer prochainement? Alors, j'ai pas eu vent du tout d'une décision par Facebook, mais bon, j'avoue que j'ai pas beaucoup de contacts dans la Silicon Valley, donc je ne sais pas exactement ce qu'ils en pensent, mais c'est vrai que, étant donné que le mouvement était dans les marges de la légalité, voire dans l'illégalité pour certaines des manifestations, même sans parler des Black Blocs, hein, donc les Gilets jaunes eux-mêmes, euh, on peut se dire que oui, une entreprise privée qui a un site de communication se dise j'ai pas envie qu'on utilise mon site pour organiser des manifestations illégales. On pourrait dire la même chose avec Extinction Rebellion, par exemple, qui organise aussi des manifestations en dernière minute et qui ne sont pas, ce qui n'est pas permis dans le droit français, parce qu'il faut donner plusieurs jours ouvrables, je crois, Oui, de préavis pour une manifestation. Donc, c'est pour donner le temps aux forces de l'ordre de s'organiser. Et effectivement, si on ne respecte pas ces règles-là, eh ben, on se trouve dans l'illégalité. Donc, Facebook est totalement dans sa légitimité en disant j'ai pas envie qu'on utilise mon site pour faire quelque chose d'illégal. C'est logique. Donc oui, il y a un certain risque là, mais après, ça pose la question pourquoi rendre nécessairement ces manifestations illégales? On pourrait très bien les encadrer euh, dans un processus de maintien de l'ordre, ce qui était d'ailleurs la politique de la police française jusqu'à très récemment. Donc il y a eu aussi une évolution de la politique pour gérer les manifestations en France,
et on voit que il y a des brigades non spécialisées qui ont été appelées, peut-être parce qu'il y avait beaucoup de manifestants aussi. Donc la police n'est pas forcément équipée pour avoir 15 compagnies de CRS sur tout le territoire. Donc, en avoir quelques-unes à Paris, ça va, ou quelques-unes à Toulouse, ça va, mais en avoir sur tout le territoire en même temps, c'est plus compliqué. Et donc, on voit qu'ils ont utilisé en particulier les BAC, donc les brigades anticriminalité. Ils ont utilisé des policiers sans entraînement particulier pour le maintien de l'ordre lors des manifestations. Et il y a eu effectivement aussi un changement de stratégie à partir du 1er décembre 2018 d'aller au contact, ce qui est assez rare en France en fait. Pendant les manifestations, avant le 1er décembre 2018, il y avait très peu de contact entre les forces de l'ordre et les manifestants. Et ça a changé à partir de ces images de la place de l'Étoile, les Champs-Élysées, le rond-point de l'Arc de Triomphe. Et Ouais. on voit que la politique a changé pas mal au niveau du maintien de l'ordre. Alors, je vois qu'il y a… On a des questions, donc Oui, il y a on d'autres va passer questions. effectivement aux questions. Donc, on va les, écoutez, on va les prendre dans l'ordre, je pense. Donc, la première, c'est une question qui est posée par, je déchiffre le nom, Sabrina, je suppose. Quel événement peut déclencher la demande d'un référendum de la part de la population ou du président? Voilà, si tu as des exemples, tu as cité tout à l'heure le référendum de 2005. Mais oui, peut-être revenir un peu sur les règles, si tu peux rappeler ça. Oui, alors en pratique, donc la Constitution de la Ve République permet d'avoir un référendum à l'initiative du président de la République. Donc c'est le président qui décide. Voilà, ça c'est la base de la Constitution. Après, il y a un nouveau référendum, donc introduit récemment en 2000, on va dire sous Hollande. Je ne me souviens plus de la date comme ça de mémoire, mais qui permet à des parlementaires d'introduire un projet de référendum qui après demande une pétition signée par 10% des citoyens inscrits sur les listes électorales. Donc il y a un groupe de parlementaires, je ne sais plus combien, 180 disons, je crois que ce n'est pas très loin de ça, qui demandent d'avoir un projet de référendum et ils doivent lancer une pétition officielle qui doit être signée par 4 millions de personnes, plus de 4 millions, parce qu'il y a 40 et quelques millions d'électeurs en France. Donc, ça fait, voilà. Donc, ça c'est les deux types de référendums qu'on peut avoir en France. Donc, la proposition du RIC, c'était différent. C'était d'avoir un référendum d'initiative citoyenne qui serait, oui, autonome, oui, on pourrait aussi penser à avoir une pétition, par exemple, mais qui ne serait pas lancé par des parlementaires, mais par des citoyens. Alors, une autre question, on a pas mal de questions, donc c'est très bien. Est-ce que, en fait, Charles, tu suis aussi beaucoup l'actualité politique en ce moment, puisque tu es en train d'écrire un nouveau livre, cette fois-ci sur la présidence d'Emmanuel Macron. Et donc, je suppose que tu suis la vie politique de près en France. Donc, il y a une question de Lucas, je suppose. Aujourd'hui, quel candidat politique, enfin candidat, quelle personnalité politique pourrait profiter du mouvement des Gilets jaunes en France, lequel se rapproche le plus? Et petite parenthèse, effectivement, on l'évoquait tout à l'heure, il y a eu des tentatives de récupération, il y a eu des leaders politiques qui se sont mélangés aux Gilets jaunes, qui ont revêtu le Gilet jaune pendant les premières semaines, les premiers mois de la mobilisation, mais ça n'a jamais fonctionné, ça n'a jamais pris. Donc, est-ce que tu vois aujourd'hui quelqu'un qui pourrait profiter de ce mouvement? Alors, lequel est Jean-Luc Mélenchon, il y a quelqu'un qui, tout de suite, voilà. Est-ce que tu es d'accord? Non, j'y crois pas. J'y crois pas. Alors, il y a un seul politicien qui a été plus ou moins aimé en tout cas, certains Gilets jaunes. On voit qu'il y a une certaine affection par rapport à lui et qui fait effectivement partie de la France insoumise, c'est François Ruffin, puisqu'il a fait un film, un documentaire sur les Gilets jaunes où il est justement allé sur les ronds-points. Je ne sais pas si quelqu'un l'a vu, mais moi je l'ai vu.
Le film n'est pas exceptionnel, mais c'est un peu un documentaire sur la vie. Et on pourrait d'ailleurs, si on revient au rôle de l'esthétique dans les Gilets jaunes, on pourrait en parler un peu plus. Parce qu'il dit que finalement, c'est tellement beau les Gilets jaunes et les cabanes, et je pense qu'il a tort. Mais bon, François Ruffin, c'est le seul homme politique qui a été plus ou moins accepté de certains Gilets jaunes, on va dire. Mais il y a un énorme gouffre entre ça et Jean-Luc Mélenchon. Donc, certains ont accepté la personnalité de Ruffin, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont voter France Insoumise. Ce qui est très clair quand on voit les études sociologiques par rapport à qui sont ces personnes, les études politiques par rapport à pour qui ils votent, c'est qu'ils sont plus ou moins représentatifs de la population française au plus large. Donc les Gilets jaunes, ils votent comme les Français. Ils votent plus ou moins la même proportion. Donc il y en a qui votent Rassemblement national, il y en a qui votent socialiste, il y en a qui votent républicain. Mais là où ils sont, j'en ai déjà un peu parlé, mais c'est qu'ils s'abstiennent de voter. Donc le grand gagnant politique des Gilets jaunes, c'est l'abstentionnisme. Donc c'est voter blanc ou c'est ne pas voter tout court. Et ça, je pense que c'est un peu le message. Alors, si on est politicien ou si on est politisé et on s'intéresse un peu à comment est-ce qu'on pourrait capturer donc cette énergie des Gilets jaunes, pour moi, ce serait vraiment d'essayer de comprendre comment on pourrait demander, pas demander, mais comment on pourrait donner une initiative aux citoyens. Et ça, pour moi, ce serait la seule manière de capter ça en politique, ce serait d'avoir un parti qui propose effectivement plus d'initiatives aux citoyens. Et pour l'instant, dans les propositions, les programmes des partis, il n'y a personne. Même on pense au Rassemblement national, il n'y a pas vraiment d'initiative citoyenne dans le Rassemblement national. Donc, pour l'instant, personne. L'abstention, malheureusement. Alors, il y a une autre question qui revient justement sur la vitalité du mouvement et qui demande si ce mouvement est appelé à se renouveler dans les années à venir au vu des nouvelles crises sociales qui se profilent, donc post-Covid, je suppose. Et si d'après toi, ce regain de succès éventuel pourrait aboutir à quelque chose de plus concret au niveau politique. Alors, est-ce que c'est toujours un peu dur de faire de la futurologie, Oui. de parler de l'avenir, mais oui, je pense. Plus d'arguments, excuse-moi, mais ont-ils plus d'arguments dans la situation que nous traversons aujourd'hui, avec une dynamique, enfin, la gestion de la crise sanitaire d'une part, et puis bien sûr les conséquences socio-économiques qui en découlent et qui en découleront ces prochaines années, ont-ils davantage aujourd'hui d'arguments pour convaincre le citoyen français du bienfait de leurs revendications? Alors, d'une certaine manière, oui, puisque donc je répondrai à la question qui a été posée dans le chat en disant que donc, est-ce que ce mouvement aura des conséquences pour l'avenir? Oui, à mon avis. Alors, bon, ce ne sera pas forcément des gilets jaunes la prochaine fois, mais on pense un peu en particulier à la sociologie du mouvement et on pense à ceux qui travaillent. Donc, c'est un mouvement de travailleurs non syndiqués qui sont parfois petits patrons, donc qui ont une petite entreprise ou qui ont leur propre commerce ou avec peut-être un employé ou deux et qui vivent en périphérie ou qui vivent parfois dans les grandes villes, mais souvent en périphérie. Alors ces gens-là, ils ne vont pas disparaître, ils sont toujours là. Donc forcément, il y aura un futur de la politique pour ces gens-là. Alors à savoir, c'est si un parti politique est adepte à capter ce potentiel, à mon avis, ça va être un peu difficile. D'abord parce que si on pense plutôt aux petits travailleurs, on pourrait penser ils sont peut-être plus proches du Parti socialiste. Mais le Parti socialiste, comme d'ailleurs le Labour en Grande-Bretagne et comme le Parti démocrate aux États-Unis,
ne s'intéresse plus du tout à ces travailleurs-là. Donc, on voit que l'avenir démographique du PS, du Labour ou des démocrates, c'est vraiment les classes urbaines et intellectuelles. Donc, on voit que la plupart des membres de ces partis-là sont éduqués, vivent en ville et travaillent pour les administrations, par exemple, mais aussi dans l'éducation, etc., etc. Les gens un peu comme moi, voilà, qui ont 3-4 diplômes et qui vivent dans une ville. Et alors, où sont les gens qui n'ont pas de diplôme et qui ne vivent pas dans les villes? Eh ben, ils ne votent pas pour Labour, ils ne votent pas pour les démocrates, ils ne votent pas pour le PS. Ils s'abstiennent souvent. Où on voit en Angleterre, ils ont été un peu captivés par le Brexit. Donc, effectivement, il y a un petit parallèle, on va dire, sociologique en tout cas, entre les gens qui ont voté pour Brexit et les gens qui votent pour ou les gilets jaunes. On vous pense aussi à ces gens-là aux États-Unis, parce que souvent on appelle avec un terme péjoratif les rednecks, donc la classe qui travaille, qui gagne pas énormément sa vie, donc qui gagne moins que la moyenne, on va dire, et qui vit en dehors des grandes villes, hein, souvent dans les États du sud des États-Unis. Ces gens-là ont voté pour Trump. Donc, effectivement, on peut voir que cette sociologie de personnes peut être captée par un mouvement politique. On l'a vu en Grande-Bretagne, on l'a vu aux États-Unis. Alors, est-ce que ça va se passer en France ou en Belgique c'est possible, c'est possible. Oui, Alors, juste, oui, vas-y. Non, juste un petit écart, puisqu'on n'en parle pas beaucoup, mais je pense que c'est le mouvement qui a été le plus proche de celui des Gilets jaunes, c'est le mouvement social au Chili. Donc l'année d'après, 2019, pendant l'été chilien, donc notre hiver, en 2019 et début 2020, juste avant la pandémie, il y a eu un mouvement énorme au Chili, plus grand que les Gilets jaunes, bien plus grand, des millions de personnes à Santiago et dans d'autres villes au Chili. Et ils ont pas mal réussi à imposer une certaine conception du renouveau du contrat social. Donc là, il y a une nouvelle constitution qui est en train d'être rédigée. Il y a une convention qui a été élue indépendamment du système d'élection nationale. Et en fait, ils ont quasiment réussi à forcer le président Piñera à repenser le contrat social pour le Chili. Et ça, c'est assez impressionnant. Donc, ce sera peut-être pas forcément en France qu'on verra les conséquences de ce type de renouveau du contrat social, mais on peut penser au Chili, qui est un très bon exemple. On peut penser, j'en parle un peu dans le livre, à la Pologne. Alors, la Pologne, c'est un des très mauvais élèves de l'Union européenne, mais on voit qu'il y a eu une politique une politique qui est axée sur une sorte de double axe. Un, c'est le renouveau d'un certain, on va dire, puritanisme catholique en Pologne. Donc on pense aux lois contre l'avortement, par exemple. Mais il y a aussi, ce dont on parle beaucoup moins dans les médias en dehors de la Pologne, c'est cette espèce d'impact sur les classes populaires polonaises. Et il y a beaucoup de demandes des Gilets jaunes par rapport à la justice sociale et tout ont été mises en avant en Pologne. Donc avant la crise sanitaire. Alors maintenant, ce qui est intéressant, bon, je ne veux pas m'attarder trop là-dessus, mais c'est quelles seront les conséquences du virement du virement étatique de la crise sanitaire, puisque l'État a pris beaucoup plus de fonctions économiques pendant la crise, ce qui est un virement quasiment à volte-face de la politique de Macron d'avant la crise. Et ça, c'est une conséquence économique. On verra comment ça se passe. C'est un peu trop tôt pour en parler, mais on peut y penser au moins. On peut se dire, il y a quand même, il y a eu un changement. Donc beaucoup de demandes des Gilets jaunes, en fait, ont été prises en compte, ne serait-ce que par la crise sanitaire et la réponse à la crise sanitaire. Alors, on a une petite question, mais qui, finalement, pour continuer la réflexion en fait, sur cette fracture dont tu parlais tout à l'heure et qu'on retrouve dans de nombreux pays,
il y a eu des livres qui ont été écrits sur la France périphérique, pour le cas français, bien sûr. Il y a la théorie des somewhere et des anywhere. Donc, finalement, peut-on dire que les gilets jaunes, et c'est la question qui est posée ici dans le chat, reflètent plutôt la réalité d'une France fracturée, de dire, voilà, c'est un cri peut-être aussi de la part de ces, j'allais dire, de ces oubliés, ceux qui ne sont pas représentés en l'occurrence, la France périphérique, la France des ronds-points, la France des petites et moyennes villes, la France qui n'est pas ni celle des métropoles ni celle des banlieues, et qui ne se retrouve pas forcément dans le débat public. Est-ce que c'est finalement, parfois je me pose la question, est-ce que les Gilets jaunes ne sont pas une sorte de lobby des oubliés, hein? Donc, davantage qu'une formation politique ou d'une force politique en devenir, est-ce qu'on n'est pas là dans une sorte de mouvement émotionnel, émotif, affectif, par rapport à cette sensation d'être totalement laissé pour compte et simplement, effectivement, oublié par le gouvernement? Oui, il y a une très grande dimension affective, je pense, au mouvement, effectivement. Et on peut conceptualiser ça par rapport à l'objet lui-même, donc l'objet du gilet jaune. Le gilet jaune, c'est un objet donc, de sécurité routière qui a été imposé par le gouvernement en disant chacun doit avoir un gilet jaune dans sa voiture. Voilà, donc il y a eu des campagnes de pub en disant le gilet jaune sauve des vies, voilà, il faut l'avoir sur soi. Et donc, c'est un instrument du pouvoir, on dira avec Michel Foucault, hein, le pouvoir en tant que pouvoir disciplinaire. J'en parle un peu dans le livre, mais je ne sais pas si j'ai le temps d'élaborer Non, mais ici. comme on en parle dans le cours, pourquoi pas, puisqu'on en parle un petit peu, donc finalement. Oui, donc pour Foucault, hein, le pouvoir disciplinaire, c'est un pouvoir qui est conceptualisé non pas en tant que est-ce que les politiciens ont du pouvoir, voilà, ça c'est la question classique de la politique, les politiciens ou les médias, etc. On parle un peu des trois dimensions du pouvoir selon Stephen Lux, qui est un philosophe britannique. Et Michel Foucault, c'est un peu la quatrième dimension du pouvoir. Donc, au lieu de penser au pouvoir en tant que quelque chose que quelqu'un possède, donc Emmanuel Macron a le pouvoir, on se dit qu'en fait, le pouvoir, c'est quelque chose qui passe à travers la société. Donc, on peut avoir du pouvoir, mais il y a aussi, chaque pouvoir a une résistance. On peut penser à la métaphore du courant électrique. Donc, en anglais, c'est electrical power, donc c'est le même mot en fait. Et le courant électrique, il ne passe que quand il y a une résistance. Donc, quand il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de courant. Et c'est la même chose avec le pouvoir. Quand il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de pouvoir. Et cette résistance, elle est plus ou moins grande, effectivement, elle fonctionne plus ou moins bien. Mais quand on parle, par exemple, l'exemple classique de Foucault, c'est le panoptique de Jeremy Bentham, qui est ce modèle de prison où il y a une unité centrale qui observe tout le monde. Chacune des cellules est ouverte et on peut être observé à tout moment. Après, il n'y a pas autant de gardes pour observer tout le monde, mais on peut être observé tout le temps. Et en fait, on se discipline soi-même. C'était l'idée de Bentham. C'était que la prison allait discipliner les prisonniers. Mais l'architecture même de la prison. Donc, on construit une prison qui a cette dimension du pouvoir construite en son sein. Et ce pouvoir disciplinaire, c'est la possibilité de se discipliner soi-même par rapport à il y a une politique publique, mais la politique publique est basée sur une politique disciplinaire. Et donc, ça, on peut en parler pas mal par rapport au néolibéralisme. Donc, on va dire, une idéologie, pour faire court, qui rend les gens responsables. Donc, ça les rend responsables à tous les niveaux. Donc, on dit, voilà, vous êtes responsable de votre sécurité de l'emploi, vous êtes responsable de votre sécurité au niveau de la santé, vous êtes responsable de votre caractère, vous êtes responsable de vos choix, vous êtes responsable, etc., etc. Et donc, cette responsabilité est centrale par rapport à cette politique disciplinaire. Et on voit que en fait, c'est très intéressant par rapport aux Gilets jaunes parce que
ce sont des gens qui ont souvent n'ont pas eu n'ont pas complètement accepté cette idéologie de la discipline, du pouvoir disciplinaire, et résistent. Donc, ils en font aussi partie d'une certaine manière. Donc, ils résistent, mais individuellement. On a vu, ils veulent pas s'organiser. Et ça, c'est un peu c'est le problème, c'est qu'ils rentrent extrêmement bien dans le schéma néolibéral, puisque ce sont des individus responsables qui sont chacun responsables de leur choix d'aller manifester ou pas chaque samedi, et ils rentrent en fait dans cette logique de discipline individuelle. Et justement, il y a une question qui revient sur le travail des forces de l'ordre notamment. Donc, on en a déjà parlé, hein, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas vraiment de figure tutélaire du mouvement. Et donc, la question qui est posée, c'est est-ce que tout cela n'a pas rendu le travail des forces de l'ordre plus compliqué pour notamment sanctionner les personnes à la base des manifestations illégales et voir si finalement tout cela n'est pas une stratégie volontaire de la part des Gilets jaunes pour agir de façon totalement décentralisée, diffuse, et donc, grâce à une forme d'anonymat aussi, échapper au contrôle et au radar des autorités. Alors, à savoir si c'est une stratégie délibérée, je ne sais pas. Je crois que ça rentre plus dans Dans la nature même du mouvement. Ouais. Ouais, ils mettent dans leur idéologie, on dirait. Ils sont donc cette idéologie qui est contre la représentation, et pour, d'un certain point de vue, cette responsabilité plus individuelle. Alors, est-ce que ça a rendu le travail des forces de l'ordre plus difficile? Oui, bien sûr. Surtout que les forces de l'ordre, à la base, sont assez proches de la sociologie des Gilets jaunes. Donc, on voit très bien que au niveau des gens qui ont participé au mouvement des Gilets jaunes, il y avait pas mal de gens qui étaient policiers. Donc, c'était un peu dur pour certains policiers de se retrouver face à des gens avec qui ils étaient plutôt d'accord, où ils se disaient, ah, bah, les revendications sont pas si mauvaises que ça. C'est pas des revendications anarchistes, c'est même pas des revendications socialistes, c'est même pas des revendications nationalistes, c'est un peu les revendications du peuple qui veut vivre de son travail. Et il y a une certaine demande, on retourne à l'affectif, mais une demande de dignité. Pardon, excusez, il n'y avait pas un espoir aussi peut-être du côté des Gilets jaunes de voir à un moment donné la police, j'allais dire, non pas retourner leur veste, mais en tout cas rejoindre le mouvement ou baisser les armes en disant non, écoutez, comme tu le disais, on se sent proche de cette frange-là de la population et donc on ne veut pas aller à la confrontation avec des gens qui finalement nous ressemblent et portent les mêmes revendications, ont les mêmes soucis dans la vie. Donc, est-ce qu'il y a eu cet espoir peut-être des deux côtés à un moment donné non pas de réconciliation, mais éventuellement comme ça a été le cas dans l'histoire de temps en temps avec des forces armées qui rejoignaient les manifestants. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses. On pense un peu à cette scène de V for Vendetta où les forces de l'ordre se retournent contre la dictature, oui, dans notre imaginaire fictif. Oui, effectivement, il y a eu cet espoir, c'est sûr. Après, je pense que l'espoir n'a pas duré très très longtemps, mais pendant un moment, il y a eu cet espoir, et on voit que même chez les forces de l'ordre, il y a eu il y a toujours, je pense qu'il y a toujours une certaine ambivalence par rapport au mouvement. Il y en a beaucoup qui se plaignent d'avoir eu à aller s'occuper de manifestants alors que ils ont d'autres choses à faire. Ils ne sont pas devenus policiers pour taper sur les manifestants, pour faire clair. Donc, il y a par exemple un policier qui a démissionné de sa fonction, qui a écrit un livre, je crois, Alexandre Langlois, je crois qu'il s'appelle, et où il parle, il dit finalement, à la base, moi, je suis gilet jaune. Je n'y suis pas allé parce que j'étais policier, mais je suis plutôt d'accord. Moi, j'étais plutôt à droite. Je veux dire, je suis pas vraiment, j'étais pas syndiqué du tout jusqu'à ce que j'ai eu des problèmes avec ma hiérarchie dans la police. Et même au sein des syndicats, à la base, c'était CGT, mais après, on a fait un syndicat indépendant. Et, voilà. Donc, c'est ce genre de gens-là, comme Alexandre Langlois, qui sont des policiers ou d'anciens policiers qui étaient plutôt du côté des Gilets jaunes.
Après, est-ce qu'il y a eu des mouvements de solidarité? Oui, d'ailleurs, on ne les a pas vus beaucoup dans la presse, mais il y a des moments où on voit, il y avait des belles images sur Twitter, par exemple, où on voyait des policiers qui donnaient je sais pas, un sérum anti-lacrymogène à des gilets jaunes qui avaient été gazés, hein. Donc, il y a quand même eu des moments où les gens se sont reconnus en tant que personnes et pas seulement en tant que policiers et manifestants. Alors, on a une question là qui porte je pense, sur ton prochain sujet, ou sur son sujet de recherche actuelle, hein, sur Emmanuel Macron. Donc là, on sort un petit peu de la discussion sur les Gilets jaunes, mais bon, on va quand même prendre cette question également. Donc, on a vu, et je ne sais pas si tu as suivi ça, l'initiative d'Emmanuel Macron de travailler en collaboration avec des youtubeurs, avec des influenceurs, et en leur accordant une interview exclusive, en lançant des défis, et en les invitant à tourner un clip à l'Élysée, et en sachant bien sûr que les audiences, comme le dit ici l'étudiante, que les audiences de ces créateurs sont généralement jeunes, influençables, et qu'ils auront peut-être bientôt l'âge de voter. Donc la question qui t'est posée ici, c'est voilà, penses-tu qu'il s'agit là d'une stratégie politique, et en quoi cette nouvelle stratégie peut profiter à la réélection éventuelle d'Emmanuel Macron, et si l'avenir du politique se trouve sur les réseaux sociaux. Et là, on peut quand même faire le lien avec les Gilets jaunes, puisque on a bien vu que la dynamique organisationnelle avait, enfin, en tout cas, pour le moment, pris ses quartiers sur Facebook. Donc, on le voit aussi dans des mouvements sociaux, dans des mouvements post-démocratiques, si j'ose dire, ou en tout cas dans des mouvements contestataires. Les réseaux sociaux ont un rôle central et essentiel. Mais là, on est plutôt du côté du pouvoir, on est du côté de l'Élysée. Est-ce que tu penses que justement ce type d'initiative peut fonctionner? Alors oui, ça peut fonctionner, mais ça peut aussi être je sais plus comment on dit en français, backfire. Ça Oui, peut se retourner contre soi, contre-productif. ouais, Ouais. contre-productif. Donc c'est sûr que oui, il y a certaines stratégies d'utilisation des réseaux sociaux qui peut être très avantageuse pour les hommes politiques et en particulier pour Emmanuel Macron, puisque lui, il a très bien capitalisé sur cette image de marque qu'il a. Donc, c'est vraiment son parti a été fondé autour de lui. Je veux dire, c'est quand même un parti qui avait ses initiales au début. Faut se rappeler ça. En Marche, c'est EM, Emmanuel Macron. Coïncidence, je ne sais pas. Mais c'est une image de marque, c'est sûr. Et on voit qu'il s'est lancé en tant qu'entrepreneur. Son entreprise, c'était la captation du pouvoir. C'était obtenir le pouvoir pour Emmanuel Macron, qui a une vision. Et il a une vision. Il a une vision idéologique, il a une vision pour la France qui est assez bien articulée. Il a écrit un livre dessus, vous pouvez le lire. Ça s'appelle Révolution, donc ça donne un peu le ton de ce qu'il a prévu. Et oui, Révolution, ça passera par les médias sociaux, c'est sûr. La prochaine révolution, qu'elle soit celle de Macron ou celle de quelqu'un d'autre, passera par les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux seront importants, c'est sûr. Mais je pense un peu, bon, je me dis, il y avait cette vidéo qui avait été partagée à l'Élysée où Emmanuel Macron travaillait et en fait ses collaborateurs le filmaient et ça avait été partagé sur les réseaux sociaux. Et c'est là où il dit ah ouais, quand même, on dépense un pognon de dingue sur toutes ces réformes sociales. Et voilà, et ça, c'est très bien passé, hein, puisqu'il est à l'Élysée sur un siège Louis XV orné Mhm. d'or dans un très beau palais présidentiel. Et il dit qu'on dépense trop d'argent sur le petit peuple, en fait. Et ça, c'est un peu l'aspect jupitérien, en fait, de Macron, c'est que souvent, il a des propos un peu méprisants pour les gens Le pire, qui n'ont pas réussi, hein. ouais, et le pire, c'est que c'est ce qu'on appelle du faux off. Donc le faux off, c'est être filmé à son insu, mais à l'insu de son plein gré, hein. Donc, en fait, c'est des mises en scène qui sont bien sûr réfléchies, qui sont censées mettre en avant l'authenticité du personnage, l'absence justement de jargon ou de langue de bois, et de montrer qu'on a affaire à quelqu'un
de réel et d'authentique. Et or, il n'y a rien de plus fabriqué que ce type de scénette élyséenne. Donc, tu as tout à fait raison. Hein. Donc, généralement, c'est plutôt mal vu et peut susciter une forme de mépris, effectivement, vis-à-vis de l'ensemble de la classe politique. Et ce que tu expliques me fait un petit peu penser à cette expression dont on a beaucoup parlé ces dernières années, c'est la notion d'ubérisation. Donc, on a eu finalement la Startup Nation de Macron qui a tenté d'ubériser la scène politique française telle qu'elle existait jusqu'en 2017 et qui finalement lui-même a presque été ubérisé par les Gilets jaunes. Donc il y a une sorte on se rejoint des deux côtés dans cette volonté de faire l'économie, de faire abstraction des corps intermédiaires et avec cette volonté de prise de décision du côté je dirais, de l'échelon du pouvoir le plus élevé, c'est-à-dire au niveau de la présidence, avec cette volonté finalement de prendre des décisions sans en référer à éventuellement l'échelon parlementaire, et puis du côté des Gilets jaunes, la volonté de prendre des décisions sans passer par le politique. Donc on a là quand même un phénomène miroir moi, me semble en tout cas très, très intéressant, que tu mets aussi en évidence dans ton travail, notamment sur cette nouvelle façon de penser le contrat social. Donc je ne sais pas si tu me rejoins en tout cas sur ce développement. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Je pense qu'il y a cet effet miroir. Donc, effectivement, je pense que les Gilets jaunes, ça aurait été très difficile, hein, sans Emmanuel Macron. Avec un parti politique qui passe par les corps intermédiaires et qui passe par les revendications sociales, par on va dire, le schéma qui a été accepté sous la Ve République. Oui, c'était plus dur d'avoir une mobilisation telle que celle des Gilets jaunes. Alors, je reviens un peu à la question de la Sixième République. C'est une question qui est intéressante. On parle de la Sixième République depuis le début de la Cinquième République. Donc, on va mettre ça un peu en perspective historique. C'est que dès le début, donc François Mitterrand en particulier avait été très sceptique en parlant en 62 ou 61, je crois, il publie son coup d'État permanent et il parle de la Sixième République à venir. Donc, la République avait 3 ans et on parlait déjà de la prochaine. Voilà. Maintenant, elle a plus de 60 ans et on en parle encore un peu, mais pas énormément. Je veux dire, sur la scène politique, il y a que Mélenchon, je pense, qui parle de la Sixième République. Même Le Pen n'en parle pas. Ou du moins, elle est contre. Donc, elle pense qu'on peut réformer la France sous la Ve République. Mais au contraire, Marine Le Pen, depuis quelques temps, depuis quelques mois, elle intervient au nom du gaullisme. Donc, elle se cherche une nouvelle ascendance, je dirais. Après avoir tué le père, elle se cherche une nouvelle figure tutélaire. Et elle est même intervenue dans un numéro de la revue politique en France dédié, consacré entièrement au général de Gaulle. Donc c'est intéressant, effectivement, de voir qu'elle ne remet pas en question cette République, comme tu le dis. Ce que je propose de faire, c'est encore les 2 dernières questions, parce qu'on arrive petit à petit au terme de notre échange. Pour ne frustrer personne, on va reprendre ces 2 questions-là, et puis on laissera bien sûr à Charles le soin de conclure, et peut-être d'insister sur l'un ou l'autre point qui nous a échappé jusqu'ici. Alors, la première question, c'est le complotisme. Donc, pensez-vous que l'idéologie derrière ces mobilisations, derrière ces mouvements populaires est ou pourra être influencée par le complotisme? Ça, c'est une question en fait, qui est assez vaste, assez large. Donc, je ne sais pas si tu veux directement y répondre, peut-être. J'ai pas de réponse très précise là-dessus et j'ai qu'une opinion par rapport à ça, c'est que il y avait un certain attrait chez les Gilets jaunes pour certaines théories du complot. Je crois que c'est assez présent, mais à mon avis, c'est plus lié au niveau d'éducation. C'est-à-dire qu'ils sont plus ou moins, je pense, représentatifs des gens qui n'ont pas forcément eu d'études après le baccalauréat en France
et qui sont plus, qui sont en moyenne, on va dire, qui sont plus attirés par les théories du complot. Donc, est-ce qu'il y a des théories du complot? Oui, bien sûr. Est-ce que le mouvement était caractérisé par des théories du complot? Pas vraiment. Il n'y a pas vraiment, sur les demandes qu'ils avaient, il n'y avait pas vraiment de lien. Il n'y avait même pas une espèce de théorie du complot en disant ah, c'est les riches qui veulent nous prendre notre argent. Donc, on pense on pense à l'annulation de l'ISF, l'impôt sur la fortune en France, qui a été remplacé par un impôt sur l'immobilier qui était beaucoup plus avantageux pour les 2% du haut, donc au niveau des revenus. Donc les gens qui ont des propriétés d'une valeur de plus d'1,3 million d'euros. Et on voit que en fait, même par rapport à ça, il n'y avait pas vraiment de théorie du complot en disant c'est pas les riches contre les pauvres. Il n'y a pas C'était vraiment pas de. QAnon, c'était pas le Ouais. mouvement, le mouvement Trumpiste qu'on a vu ces dernières semaines. Ah, Il n'y a pas de lien avec non. ces théories-là. En fait, ce qu'on a pu voir dans les médias français, c'est des individus émanant de la mouvance Gilets jaunes, ces individus-là qui avaient un discours complotiste. Donc, mais c'était l'individu en question, l'intervenant, et qui a rapidement d'ailleurs été généralement mis de côté par le mouvement comme étant, encore une fois, une personne non représentative, hein, puisqu'on revient toujours à cette notion de non-représentation et qu'on peut avoir des complotistes au sein du mouvement, mais ce n'est pas pour ça que le mouvement en lui-même est complotiste, ce qui différencie de mouvements qui basent, je dirais, leur dynamique organisationnelle sur les théories du complot, comme notamment la mouvance QAnon aux États-Unis. Mais à voir, hein, donc là aussi, les futurs développements pourraient bien sûr venir nous contredire. Et il y a une deuxième question, notamment en lien avec la pandémie. Et en gros, comment voyez-vous les prochaines élections en France, mais aussi en Europe plus globalement? Va-t-on assister à un chaos politique avec l'émergence de nouveaux partis qu'on a l'habitude de voir au pouvoir? Est-ce que là aussi, c'est une chance peut-être pour les héritiers des Gilets jaunes ou pour d'autres mobilisations peut-être plus structurées, plus incarnées également, d'émerger? Il y a toujours cette possibilité, c'est vrai. Après, bon, ça dépend un peu si vous avez étudié la politique comparative et les sciences politiques, ça dépend un peu du système électoral. Ouais. Donc, la facilité à créer un parti est intimement liée au système électoral et à ses structures institutionnelles. Donc, on peut voir que, par exemple, je sais pas, au Royaume-Uni, par exemple, il n'y a pas de il y a très peu de chances pour qu'il y ait un nouveau parti qui prenne le pouvoir. La dernière fois, c'était il y a plus d'un siècle, où il y a eu un renversement entre les libéraux et Labour. Donc, Labour s'est affirmé en tant que force politique, et les libéraux, qui étaient à l'opposition avant ça, l'opposition aux conservateurs, c'est mis au troisième plan, en fait. Le troisième parti, en tout cas, donc du système politique. Et ça, c'est à cause du système, ou grâce, on va dire, il y a des avantages aussi à avoir un système comme ça. C'est à cause ou grâce au système électoral. Donc, ça, vous pouvez lire Duverger, qui était donc un politologue français qui a beaucoup parlé de ça. C'est très intéressant. Mais donc pour les partis politiques du futur, ça dépend un peu du système. Donc c'est vrai que en France, il y a une certaine stabilité, mais le système politique lui-même est plus favorable à la création de petits partis, en particulier au niveau des élections législatives. Donc, il y a plus d'opportunités pour un petit parti de pouvoir capter une certaine proportion des votes. Et on parle en France aujourd'hui d'un retour à la proportionnelle aussi, ce qui rendrait des petits partis plus puissants. Donc en Belgique, vous connaissez très bien ça, puisqu'il y a effectivement il y a beaucoup de partis politiques par rapport en France. Mais on voit que
on voit qu'il y a une possibilité de créer des nouveaux mouvements et de réaligner la politique. Alors la question intéressante, qui est liée plus à mon travail sur Macron, c'est est-ce que c'est la fin de la droite et de la gauche? Et ça, pour moi, c'est une question très intéressante, parce qu'on en parle depuis très longtemps, la fin de la droite et de la gauche. Et je dois dire qu'à vrai dire, j'y crois pas trop. Mais c'est sûr qu'il y a un changement de droite et gauche. Parce que la droite et la gauche, c'est toujours relatif. C'est relatif, on est plus à droite que quelqu'un ou plus à gauche que quelqu'un. Et alors, est-ce que cette simplification de la réalité politique va disparaître? À mon avis, non, mais ça veut dire que la droite de demain ne sera pas la droite d'aujourd'hui et la gauche de demain ne sera pas la gauche d'aujourd'hui. Et on voit très bien que déjà, si on fait une analyse de la gauche, j'en parle un peu, non seulement en France, mais au Royaume-Uni et aux États-Unis, on voit que la gauche a complètement changé d'électorat ces 40 dernières années. Donc, depuis les années 40 jusqu'au début des années 80, la gauche avait un électorat, on va dire, plus populaire. Et maintenant, c'est vraiment un électorat des classes plus aisées et surtout plus éduquées. Donc, on voit un très, très fort lien entre le nombre de diplômes et l'appartenance au Parti socialiste ou à Labour ou aux démocrates aux États-Unis. Et on voit que ça, c'est un repositionnement de la gauche. Donc la gauche est toujours un peu plus à gauche que la droite, mais c'est pas la même gauche qu'il y a 40 ans. Donc ça, effectivement, ça change. On voit que les partis changent, que l'allégeance politique peut changer. Mais, et ça peut être un nouveau parti. On le souhaite en tout cas aux socialistes en France parce que c'est un peu chaotique en ce moment. Depuis 2017, ils n'ont pas réussi à sortir du trou de François Hollande. Et, et on voit que même chez les Républicains, c'est pas encore terrible au niveau de l'organisation puisqu'ils se sont fait un peu ils se sont fait dépasser par Macron en fait. Et on voit que Macron quand on lit un peu euh, son orientation idéologique, il se place vraiment, il se place au centre. Et j'en parlerai dans mon prochain livre. J'en parle déjà dans le livre un peu sur les Gilets jaunes, mais j'élaborerai ça dans le prochain livre. C'est ce que j'appelle le compromis libéral-libertaire. Donc les libéraux, en termes de pensée politique, c'est quelqu'un comme John Rawls, qui était un philosophe américain, et qui parle un peu de la redistribution des richesses. Et les libertaires, c'est plutôt quelqu'un comme Robert Nozick, qui était aussi un philosophe américain. Ils étaient à la même université d'ailleurs, à Harvard, et qui parle de la protection de la propriété privée en lieu principal. Et ce que je dis, en fait, dans le livre sur les Gilets jaunes, et ce que je vais élaborer dans le livre sur Macron, c'est qu'on peut situer son idéologie dans cet assemblage entre le libéralisme, c'est-à-dire une redistribution des richesses, en particulier, on va dire que les classes moyennes payent pour les classes populaires, ou pour une redistribution des richesses à ce niveau-là, mais aussi un aspect libertaire, puisqu'on voit une relaxation des politiques fiscales par rapport aux classes dominantes. Donc on va dire en particulier les 1%, pour reprendre le terme de l'économiste Thomas Piketty, mais aussi les 10%. Donc ceux qui sont dans on va dire dans la tranche des 10% du haut des revenus nationaux. Donc on voit que il y a une taxation, une politique fiscale qui est progressiste, hein, donc où les classes populaires payent moins que les classes moyennes, mais après qui devient régressive au niveau des classes dominantes. C'est-à-dire que les classes dominantes payent moins que les classes moyennes. Donc il y a une espèce de courbe comme ça où on voit qu'il y a une rééquilibration des politiques fiscales qui en fait est assez différente même des politiques de la droite. Donc c'est une recalibration un peu, si on veut, de la droite sur une vision un peu plus américaine en fait de la politique,
Macron est beaucoup plus influencé, je pense, par les débats qui sont outre-Atlantique, voire même outre-Manche, ici en Grande-Bretagne. On pense à Thatcher en particulier. Et il a été beaucoup plus influencé par ça que par des débats plus sur le continent européen. Oui, et dans cette recomposition ou dans cette réinvention du clivage, hein, tu parlais des libéraux, des progressistes, il y a aussi la notion d'identité qui, dans le débat français, est très importante, avec, on le disait tout à l'heure, avec les Gilets jaunes, avec une France davantage enracinée, avec un mouvement patriote, plus protectionniste, donc il correspond aussi à l'électorat de Marine Le Pen, versus un électorat macroniste qui, lui, est plutôt métropolitain, cosmopolite également, qui n'est pas forcément, qui n'est pas forcément attaché à une identité, qui est plutôt dans l'inclusion des identités, dans une forme de multiculturalisme. Donc là, il y a aussi cette dynamique-là qui va très fortement, à mon avis, influer sur cette redéfinition du et des clivages. Et on le voit déjà dans cette finale annoncée, un petit peu de façon, je dirais, un petit peu précoce, hein, mais donc d'un second tour entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui représentent en fait chacun un camp, hein, donc, qui se définit aussi par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, à cette lecture spécifique socio-économique, mais également cette définition de l'identité et du rapport également au pays, à la nation. Donc ça, et c'est là, effectivement, où je te rejoins tout à fait, des mouvements comme le Parti socialiste ou des mouvements comme les Républicains ont du mal à se positionner par rapport à ces nouveaux pôles idéologiques, parce qu'eux-mêmes sont relativement divisés sur la question, avec chez les Républicains peut-être des individus qui sont davantage libéraux dans l'âme et d'autres qui seront plus conservateurs, plus patriotes, plus Marine Le Pen compatible, si j'ose dire. Donc là, c'est effectivement une recomposition, mais que l'on observe ailleurs également. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est effectivement, tu parlais du Royaume-Uni, tu parlais, par exemple, l'évolution du Parti conservateur au Royaume-Uni, qui est aussi très intéressante, avec un électorat qui est beaucoup plus populaire aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été. Hein. Et donc c'est cette évolution, on l'observe partout. On avait la semaine dernière, dans ce même dispositif sur Twitch, le représentant du Parti socialiste en Belgique, et on avait abordé ces questions, puisque c'est des questions qui se posent également aux formations politiques en Belgique, avec ce changement d'électorat. Donc tous les mouvements de gauche sont un peu en train de connaître cette mutation, d'une certaine manière, et de voir ce que devient l'électorat populaire, l'électorat gilet jaune dans ces cas-là. Ouais, et je pense que, oui, je pense que c'est très intéressant, en particulier quand on pense ouais, aux partis traditionnels, donc on pense au PS et à l'ancienne UMP, maintenant les Républicains, en France, c'est qu'ils ont, en fait, ils n'ont pas réussi, hein, à se repositionner. Hein. Ils ont pas du tout réussi à capter cette attitude par rapport oui, au mouvement un peu plus, on va dire, un peu plus nationaliste ou un peu plus internationaliste. Et ce nouvel axe, donc ça c'est le rêve de Macron, en fait. C'est pour ça qu'il a réussi à gagner avec une belle victoire en 2017 par rapport en face de Marine Le Pen. Et c'est ce qu'il souhaite d'un point de vue de stratégie électorale. C'est évidemment, c'est la meilleure solution pour 2022, puisque s'il se retrouvait face à quelqu'un d'autre, bon, à part peut-être Jean-Luc Mélenchon, là, je pense que ce serait gagné aussi, mais s'il se retrouvait par rapport à un autre candidat, ce serait beaucoup plus dur. Si effectivement il y avait un candidat à droite, par exemple, ce serait très dur finalement pour Macron de défendre son bilan, en particulier quand on pense voilà, ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, c'est quand même, c'est pas toujours très bien passé, la réponse du gouvernement, la réponse à la crise sanitaire est critiquée. Bon, ça, c'est un peu c'est le problème du pouvoir politique, c'est qu'on on se trouve toujours à devoir prendre des décisions et finalement, quand ça se passe mal, ben, la responsabilité tombe sur l'homme ou la femme politique. Et il faut voir que, bon, alors Macron est un peu plus populaire que Sarkozy et Hollande,
mais moins populaire que au même moment du mandat, hein, je parle, moins populaire que Chirac ou Mitterrand. Mais il faut savoir que Sarkozy et Hollande n'ont pas été réélus. Donc, il est juste un peu plus populaire que ceux qui n'ont pas été réélus. Donc, ça va être quand même assez difficile, à moins de se retrouver face à Marine Le Pen. Ce qui, effectivement, là, ça pose un choix un peu plus clair pour une grosse partie de l'électorat. Ouais. Mais écoute, je pense qu'on va, on va en rester là, mais on va surtout te réinviter pour parler de ton livre sur Macron pour la suite, en fait, de cette conversation. Mais écoute, je te laisse éventuellement le soin de terminer si tu as peut-être l'un ou l'autre élément que tu voulais vraiment mettre en évidence. Et on a répondu à toutes les questions, donc ça, c'est une bonne chose. Bien, merci d'abord pour les questions. C'est toujours intéressant d'avoir d'autres points de vue. Il y a certaines choses auxquelles je ne pense pas forcément. Par exemple, à l'influence du complotisme. J'y avais un peu réfléchi en lisant les forums des Gilets jaunes où on voit effectivement certaines théories, mais j'y avais pas réfléchi beaucoup plus que ça. Ce que je voulais dire, juste pour la fin, c'est peut-être un mot pour l'avenir. On va se risquer à parler de science-fiction maintenant et de parler non pas forcément de Sixième République, mais de renouveau du contrat social. Pour moi, il y a certaines choses qui sont importantes dans le contrat social. La première chose, c'est de trouver un nouveau compromis. Donc, je ne pense pas que nous voyons la fin de la démocratie représentative, mais ce qui est assez clair, qui a été clair depuis les années 80 en fait, mais ça a mis du temps à se concrétiser de manière évidente pour tout le monde, c'est que la démocratie représentative a des gros défauts, hein, et qu'en particulier, il y a ce manque d'initiative de la part du citoyen. Et pour moi, ce serait très intéressant de trouver des nouveaux modèles politiques, des nouveaux modèles qui sortent non seulement de la pensée politique, mais aussi peut-être des mouvements sociaux et de la participation citoyenne en manière plus générale, des nouveaux modes d'initiative citoyenne. Et alors, ça peut être effectivement un référendum, mais ça peut être autre chose. Donc, on n'est pas obligé d'être avec les Gilets jaunes. Ils nous font réfléchir, mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'être d'accord avec eux. Mais pour moi, l'obligation, en tout cas, d'être citoyen, c'est de réfléchir à ce qui peut améliorer notre participation en politique. Et comme on voit qu'il y a un très gros problème de représentation, bon, en Belgique, vous avez le vote obligatoire, mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de pas voter blanc. On peut aller voter et voter blanc. Je ne sais pas si c'est comptabilisé d'ailleurs en Belgique, le vote blanc. Bonne question. Je ne vais pas dire de bêtises. Non, ouais. On vérifiera par la suite. Bon, mais je pense que déjà, ça varie au niveau des d'élections. Comme tu le sais, on a des élections qui sont groupées, les tiers groupés, donc au niveau européen, niveau fédéral et puis niveau régional. Donc là, il y a parfois un manque de lisibilité aussi par rapport aux enjeux. Mais je te suis en tout cas sur ce besoin de réinventer, surtout non pas de penser comme on le fait en France, à une dose de proportionnel, mais plutôt à une dose de participation voilà. et de réfléchir à des modes de consultation peut-être aussi plus dynamiques et plus fréquents. Et ça rejoint d'une certaine manière les revendications des Gilets jaunes. Alors, un modèle, mais qui met un peu… c'est un modèle, on va dire, utopique, hein, mais pourquoi pas en discuter. C'est que je sors de Rousseau dans le livre, c'est le modèle du législateur. Donc, je parle un peu de Rousseau à ce rôle du législateur, et je dis pourquoi pas avoir des citoyens législateurs. Donc, je ne parle pas d'une personne nécessairement, je ne parle pas de réécrire toute la Constitution, de refaire une sixième République, etc., mais plutôt d'avoir un modèle où les citoyens peuvent proposer des changements qui seraient éventuellement votés après, soit par l'Assemblée, soit par un référendum, soit par les deux, on peut en discuter. Mais pourquoi pas avoir une sorte d'assemblée citoyenne qui se réunit à des intervalles réguliers. Bon, ça prend du temps de faire une convention comme ça. En général, ça prend 1 an ou 2. Donc, on ne va pas dire qu'on va faire ça tous les ans. On ne va pas dire qu'on va faire ça tous les 5 ans. Peut-être tous les 10 ou 20 ans. On pourra avoir une assemblée citoyenne de gens pris au hasard. Peut-être de gens élus aussi, pourquoi pas, de les mélanger et d'avoir un espèce de rééquilibre. Donc, pas de
d'éliminer la représentation, comme le veulent les Gilets jaunes ou certains d'entre eux, mais d'introduire un niveau d'initiative citoyenne qui serait en parallèle à la représentation, d'avoir une espèce de, on pourrait dire, une troisième chambre, pour parler de, on a en France, il y a l'Assemblée nationale et le Sénat, on pourrait avoir une troisième chambre qui est composée de citoyens tirés au sort, par exemple. Ce serait une autre idée. Donc on peut penser à une espèce de ce rôle du législateur démocratique à la Rousseau, mais repensé pour le XXIe siècle. Et donc ça, c'est une des propositions que je fais dans le livre. Et je pense que ça vaut le coup d'y réfléchir. Après, je ne suis pas forcément attaché particulièrement au modèle d'avoir une convention tous les 20 ans ou tous les 10 ans. Ça, c'est une décision qu'on peut prendre ensemble. Mais en discuter, ça peut être intéressant. Eh bien, merci beaucoup, Charles, vraiment pour le temps consacré à cet échange. Merci d'avoir répondu aussi à toutes les questions, même celles qui sortaient un petit peu du cadre de ta publication. Et bien, merci aux étudiants d'avoir joué le jeu une nouvelle fois et surtout de rester attentifs. Alors, la prochaine masterclass sera à la même heure, hein, donc cette fois-ci en compagnie de Margot Deray, donc élue écolo. Et on parlera là aussi de la participation citoyenne, donc notamment la participation citoyenne sur Twitch, donc, puisqu'il y a là aussi des initiatives. Et puis, bien sûr, vous aurez l'occasion de poser vos questions. Donc, on vous donnera plus d'informations sur ce rendez-vous ces prochains jours. Donc, merci Charles, encore une fois. Que tout aille bien. Merci à vous, merci à tous d'avoir participé. Et en espérant, bien sûr, se retrouver bientôt, peut-être pour une intervention éventuellement sur le prochain ouvrage, notamment sur cet avenir du macronisme, donc je pense qu'il passionne. Mais comme toujours, en Belgique, on est très intéressé par la politique française, hein. Il y a aussi, je pense, un déficit ou un désintérêt par rapport à nos propres partis politiques. Mais en revanche, la France, on est très intéressé. Donc ça, c'est une observation sur 20 ans. Donc, on voit que les gens participent et les étudiants ici, en l'occurrence, sont très intéressés par le sujet. Il y a le même phénomène ici en Grande-Bretagne par rapport aux États-Unis. Très, très intéressé par la politique américaine. Eh ben voilà. Et quelqu'un te souhaite un bon séjour hors Europe. Merci. Voilà. Et oui, maintenant, je suis en dehors de l'Union européenne. Effectivement. Voilà, merci beaucoup et merci à tous et à toutes et à bientôt. Merci.